Bonsoir à tous, chers amis patriotes militants. Je vous salue d'abord avec amitié, considération, estime. Et je vous félicite d'être là ce soir en ayant répondu massivement à Éric Charpentier et puis au président de France Souveraineté qui vient de présenter donc son association. Je crois qu'ils ont œuvré avec un engagement total. La centaine de personnes qui se trouvent dans la salle sont, je pense, pour eux deux, la récompense d'avoir eu un engagement total. Donc je me tourne vers Éric Charpentier, que nous nous sommes rencontrés la première fois il y a quelques mois, c'était à Saint-Amand-Montrond, et c'est à la suite de ce contact qu'il m'a demandé, dans des dates à définir, que je puisse venir vous prêcher la bonne parole ici. Et donc, encore merci. Merci de me faire cet honneur et d'être parmi vous ce soir. Alors aujourd'hui, chers amis patriotes, je suis là parmi vous et je vous regarde avec une immense émotion. Vous êtes la France. Tous ici, nous sommes la France. Mais une France qui, hélas, se porte de plus en plus mal. Le titre ciblé de mon intervention, immigration, insécurité, islamisme, quel devenir pour l'identité française, me permettra de traiter un certain nombre de sujets allant de mon parcours personnel, en évoquant bien sûr Calais, qui a été le début un peu de ma descente aux enfers, mais aussi de ma volonté de résister. Je vous évoquerai aussi bien sûr la liberté d'expression, l'affaire du Bataclan dont on a parlé il y a peu de temps, le mépris de notre président pour la France et son peuple. Enfin, en dernier, j'aborderai la situation critique de la France d'aujourd'hui en tentant de dégager une solution originale pour tous les résistants que vous êtes, afin de tout faire pour sauver la France décadente de sa mort programmée. C'est donc en tant que simple citoyen, président du Cercle de citoyens patriotes, que je m'exprime devant vous ce soir. J'aime la France, notre patrie, la terre de nos ancêtres, celle pour la plupart d'entre nous, nous sommes nés. Vous le savez tous, la patrie c'est la terre des pères, la terre qui a vu des millions de Français de toute époque, de toute génération, souffrir, verser leur sang, des larmes et d'autres, mourir héroïquement, pour gagner et sauvegarder la liberté et l'identité de notre grande France. Aussi, ce patriotisme chevillé au corps doit nous conduire tous à ressentir amour et fierté pour la France et à tout faire pour la garder libre et souveraine. En ce qui me concerne, je suis un patriote apolitique et je n'appartiens à aucun parti. Mon seul parti est la France, cette France ancestrale et enracinée dans son identité que nous tous nous aimons tant. Celle qui va, vous le savez, de Clovis, 496 à nos jours, et qui a longtemps été le phare du monde et qui hélas ne l'est plus. Aujourd'hui d'abord, afin que vous compreniez mon combat, je souhaite modestement évoquer mon parcours et mettre en relief les points essentiels qui expliquent la route suivie et pourquoi je suis là ce soir. D'abord, après être né en décembre 40 dans la France occupée, ayant subi la plus grande défaite de son histoire militaire, enfant, je n'ai connu mon père qu'à 4 ans et demi. Jusque-là, mon grand-père me servait de père. Prisonnier sur la ligne Maginot, 3 fois évadé, finissant dans le terrible camp de Ravarouska en Pologne comme déporté, puis servant ensuite en Indochine, au Maroc, en Algérie, mon père est resté pour moi un exemple vivant d'engagement et d'honneur pour son pays. Son modèle marquant m'a toujours servi de guide. Je l'ai admiré et suivi pour son abnégation, son courage, son parcours exemplaire, le don de cette personne à la France
cette France à laquelle nous sommes aujourd'hui encore tant attachés. À mes 12 ans, la guerre d'Indochine battait son plein. Les vaillants combattants du corps expéditionnaire français en Indochine m'apparurent alors comme l'exemple à suivre, tels des chevaliers modernes auréolés de lumière, dédaignant impérieusement la mort, me transmettant, m'insufflant en un éclair, par leur allure, leur force d'âme, ma vocation, défendre la France dans l'honneur et le courage. En effet, en 1953, quelques mois avant Dien Bien Phu, au camp militaire de Satori, près de Versailles, le hasard m'a fait rencontrer des légionnaires parachutistes avant leur nouveau départ pour l'Indochine. En tenue camouflée, beaux, bronzés, tatoués, magnifiquement décorés, ils m'avaient fasciné, séduit et émerveillé par leur force, leur mépris de la mort, la foi en leur étoile. Et ils ont brutalement fait irruption dans ma vie d'adolescent et naître ma vocation militaire et l'envie d'un jour leur ressembler. En les voyant, en les admirant, je ressentis un appel irrésistible. Je veux être comme eux. Mon destin a été scellé. Mon parcours a été très éclectique et passionnant. Après une préparation militaire para, après Saint-Cyr, j'ai servi essentiellement à la Légion étrangère et chez les parachutistes. J'ai tout donné à mes hommes tant je les admirais éperdument, et je peux dire qu'ils me l'ont rendu au centuple. Mes 5 dernières années, à la tête de la Légion étrangère, ont été le couronnement de ma carrière. Rien de grand ne se fait sans une parcelle d'amour, a été la maxime quotidienne de ma carrière militaire. Pendant 3 ans, de 1989 à 1992, désigné par l'armée, j'ai côtoyé au plus haut niveau la classe politique au cabinet du Premier ministre. Là, j'ai pris conscience des forces et faiblesses des hommes et des femmes politiques dont les moteurs sont avant tout le pouvoir, l'ambition, les avantages, les honneurs, les ors et les lambris de la République. Malgré des capacités indéniables, très peu servent, beaucoup se servent. J'ai compris alors que mon combat futur serait de lutter contre cette oligarchie politique qui trahissait le peuple et de tout faire ailleurs pour la neutraliser. Dès la fin de mon service actif en 2000, je me suis immergé dans la fonction d'élu communal d'opposition à Aubagne. Tâche difficile, mais passionnante, afin d'essayer de faire bouger les lignes. De 2004 à 2014, pendant 10 ans, j'ai été happé par le monde associatif militaire et assuré la présidence nationale de l'Union nationale des parachutistes, association à peu près 10 000 membres, et j'ai essayé de le faire avec enthousiasme et passion. Et là, pendant ces 10 années, j'ai rencontré là mes premières difficultés avec l'État et les politiques par mes prises de position écrites ou verbales fortes et mes engagements critiques et souvent décapants. En 2015, avec 3 anciens parachutistes, nous avons créé le Cercle de citoyens patriotes, association donc apolitique dont le but est de réunir tous les patriotes désireux de stopper le déclin de la France afin de lui redonner son identité, sa grandeur, son histoire, sa culture et ses vertus ancestrales. Et puis, vous le savez tous, il y a eu l'affaire de Calais, le 6 février 2016, sur laquelle je vais vous dire l'essentiel. Aujourd'hui, peut-on dire que la liberté d'expression existe-t-elle encore en France? Ma réponse est non. Pour avoir osé m'exprimer en public, ce 6 février 2016,
en tant que lanceur d'alerte dans une manifestation certes interdite, je suis passé du statut de général de corps d'armée, ancien commandant de la Légion, à celui de délinquant en rébellion ayant enfreint le devoir de réserve. Cette liberté d'expression, pour moi, a été violée lorsque j'ai été arrêté avec brutalité, mis en garde à vue pendant 2 jours dans des conditions extrêmement dures, geôle sans fenêtre, lumière 24 heures sur 24, paillasse à même le sol, température de 5 degrés, dans la promiscuité, sans douche, sans possibilité de me raser, sans crayon et papier, pour pouvoir préparer ma comparution immédiate dans laquelle, cela avait été très clair, la prison ferme m'attendait. Avec 22 de tension artérielle, le matin du 3e jour, le médecin de permanence de la geôle où je me trouvais, alerté, a dû batailler ferme pour me faire évacuer vers l'hôpital de Calais et obtenir du procureur la fin de ma garde à vue. Puis par la suite, l'ensemble du contentieux, à savoir l'organisation de la manifestation, ma participation, mon rôle, la liberté d'action et le devoir de réserve ont été soumis à la juridiction pénale, c'est-à-dire au tribunal correctionnel de Boulogne, qui a prononcé ma relaxe totale. On aurait pu alors penser que l'affaire était terminée, que non. L'ordre administratif veillait. Le ministre de la Défense avait décidé d'avoir ma peau, quel qu'en soit le prix. Aussi, le décret de radiation des cadres, signé par le président de la République le 23 août 2016, 3 mois après ma relaxe, est apparu, bien sûr, comme un désaveu de l'institution judiciaire. Pourquoi, en outre, ce décret n'a-t-il pas été publié au journal officiel? Naturellement, j'ai exercé auprès du Conseil d'État un recours contre ce décret pour que la plus haute juridiction administrative, vous savez qu'est le Conseil d'État, le censure comme étant disproportionné, excessif, mal motivé et en contradiction totale avec les attendus du jugement de Boulogne. En effet, j'avais été à Calais uniquement en tant que lanceur d'alerte visant à préserver l'intégrité du territoire prévu et garanti, vous le savez tous, par l'article 5 de la Constitution. Car l'état de droit n'était pas respecté à Calais et il était même violé quotidiennement. Si l'administration de la Défense a estimé que j'ai transgressé mon devoir de réserve en usant de ma liberté d'expression, cela veut dire une chose, c'est que ma liberté d'expression ne peut être que celle de la pensée dominante. Et si elle n'est pas conforme à la bien-pensance politique, alors elle est sanctionnée. La vérité, elle est simple, c'est que mon cas a servi et sert encore aujourd'hui d'instrument pour faire taire la grande muette, car des officiers généraux s'expriment aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. Et donc le pouvoir a voulu faire de moi un exemple pour imposer le silence dans les rangs. Peut-on d'ailleurs être surpris qu'un officier général, qui, comme tout serviteur de l'État ayant servi sous l'uniforme, attaché viscéralement à la légalité au respect, dénonce précisément le non-respect de l'État de droit qui fonde notre démocratie? Qui est le plus coupable? Le général révolté qui a enfreint cette interdiction de manifester, ou ceux qui ne font pas appliquer la loi et participent à l'aggravation de la situation? Il s'agit donc aujourd'hui, on le voit bien, de faire taire ceux qui gênent le pouvoir et de chercher à museler leur liberté d'expression, bien entendu, et à menacer de sanctions ceux dont l'expression dérange. Le rejet inadmissible et scandaleux de mon recours par le Conseil d'État, le 23 septembre 2017, a prouvé la porosité ignoble d'un pouvoir sans foi ni loi avec la justice administrative qui obéit aux ordres. Alors oui, aujourd'hui, le dilemme est confronté à un général
c'est soit faire son devoir ou bien se taire. Faire son devoir, c'est ne pas se résoudre à fermer les yeux sur la gravité de la situation. Oui, aujourd'hui, je pense, beaucoup de nos compatriotes prennent la mesure du communautarisme triomphant, de la violence sociale comme de la gabegie administrative ou de l'incurie financière. Oui, beaucoup s'expriment et s'inquiètent de tous ces maux qui s'abattent sur un corps national, abîmé et divisé. À Calais, je n'ai jamais été qu'un lanceur d'alerte, je le répète. Me taire, c'eût été garder le silence au nom de la grande muette et de sa subordination organique au pouvoir politique. Je considère que ma prétendue violation du devoir de réserve est erronée. L'affaire de Calais a mis en lumière l'iniquité de la démocratie française. J'ai été radié des cadres car j'ai eu tort d'avoir raison. J'ai lancé le 13 mars 2018, donc il n'y a pas longtemps, ma dernière requête possible devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et curieusement, alors que ces requêtes demandent 2 ans d'études, moins de 3 mois après, le 11 juin 2018, il y a 3 mois, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré ma requête irrecevable. Il était précisé en plus, cette décision est définitive et n'est susceptible d'aucun recours. C'est une contradiction donc entre la forme et le fond. Celui qui a pris la décision est un juge italien qui parlait à peine le français et qui a tranché au nom de la CEDH. Et donc la France, bien entendu, vous vous en doutez tous, est intervenue pour obtenir ce pseudo-jugement. Aussi, comme certains journalistes ont osé l'écrire après Calais, vous avez devant vous un général de la graine de putschiste, banni par sa corporation et radié définitivement des cadres. Quelle est la situation de notre pays aujourd'hui? En début d'année, un ami me demandait « Comment vois-tu l'avenir de la France ?» Il s'inquiétait de la voir sombrer et décliner de manière inéluctable et de constater qu'elle était peu à peu en train de disparaître avant peu. Aussi, comme beaucoup d'entre nous et d'entre vous, à notre modeste niveau, nous conduisons avec le cercle de citoyens patriotes un combat d'avant-garde contre la dégénérescence de notre pays, l'augmentation de l'insécurité, l'islamisation rampante, le déferlement migratoire et la perte de notre identité. Depuis des dizaines d'années, la France va mal. Elle va même de plus en plus mal. À force de tout accepter, de tout tolérer, de tout admettre au nom des sacro-saints droits de l'homme, de la laïcité, de la repentance, du vivre ensemble, la France a baissé sa garde. Elle a toléré sur son sol des zones de non-droit. Elle a laissé entrer une immigration incontrôlée, car incontrôlable avec l'espace de Schengen, qui est, vous le savez tous, une passoire. Elle a permis à ses dirigeants, malhonnêtes ou incompétents, de l'endoter à hauteur de près de 2300 milliards d'euros, de manière inacceptable. Bien qu'en faillite, l'État se comporte encore par clientélisme ou démagogie en État-providence envers les clandestins, les migrants, les Roms, les intermittents du spectacle, les assistés et autres parasites du système. Enfin, d'une part, les attentats terroristes de 2012, vous vous en souvenez, Mohamed Merah à Toulouse, ce janvier 2015, Charlie Hebdo et Hypercacher, du 13 novembre 2015, Bataclan, j'y reviendrai tout à l'heure, et du 14 juillet 2016 à Nice, ainsi que, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an, l'assassinat odieux de Laure et Morane le 1er octobre 2017 à Marseille, ont fait en France près de 300 morts, 800 blessés, et d'autre part, qu'il faut constater aujourd'hui la partition scandaleuse et non constitutionnelle des territoires évoqués par l'ancien chef de l'État, et qui parachève l'idée que
notre pays était en train de mourir et qu'il perdait son âme. La véritable raison du déclin de la France tient à la perte progressive et voulue de son identité. Cette identité nationale est-elle une régression historique et politique, un appel à la xénophobie, un concept dépassé ou toujours exaltant? Essayons d'en juger. Dans ce début du XXIe siècle, et depuis 30 à 40 ans, dans sa chair et sa conscience, la France se soumet, recule, accepte, plie et se couche. Ayant honte d'elle-même pour son passé colonialiste, mettant sans cesse en avant repentance, contrition, excuse, à force de dire oui pour ne pas être capable de dire non, elle se trouve affaiblie, humiliée, proche d'un gouffre identitaire et à moins d'un sursaut, s'approche dangereusement d'une période où elle pourrait jouer son avenir et sa survie. Ayant perdu sa fierté, sa grandeur, son rayonnement, ne sachant par lâcheté, tolérance et faiblesse que reculer, courber l'échine et baisser la tête, la grande et belle France d'hier, à l'histoire riche et flamboyante, qui a longtemps été le phare du monde, s'offre en proie facile à tous ceux qui rêvent de l'affaiblir, la dominer, la bafouer et enfin la conquérir. Depuis déjà 30 à 40 ans, vous le savez tous, un événement majeur s'est produit. À côté de la nation française, une nation islamique a pu progressivement se constituer. La juxtaposition de ces deux nations aujourd'hui en France engendre un risque grave d'affrontement. Nous sommes aujourd'hui côte à côte, sous-entendu musulmans et non-musulmans, a dit Gérard Collomb lors de son départ, mais rien ne garantit que demain, nous ne serons pas face à face. Or, nous le savons tous, la présence de deux nations sur le même territoire national présente des risques énormes de guerre civile qui, vous le savez, est le déchirement de la nation origine. En France, la nation islamique a été fabriquée de toutes pièces. Elle est le résultat d'une politique. Les élites politiques françaises, c'est-à-dire les grands corps de l'État, les partis politiques, les experts, les magistrats, les médias, les élites culturelles, ont pour de multiples raisons, plusieurs décennies durant et encore aujourd'hui, encouragé et légitimé l'immigration musulmane. Cette préférence des élites pour l'islam a produit un fossé abyssal entre la France d'en haut et la France d'en bas. Il existe bel et bien une préférence des élites françaises pour l'islam. La marche instrumentalise les musulmans comme outil de conquête du pouvoir. Cette instrumentalisation de l'islam par la gauche a creusé la tombe de la laïcité. La laïcité, vous le savez tous, c'est l'espace de la citoyenneté. Et la citoyenneté, c'est l'espace du politique, parce qu'il est débarrassé de tous les sujets qui ne prêtent pas à la discussion, à la négociation. Si la laïcité a cantonné la religion au domicile et au lieu de culte, c'est précisément pour les sortir de l'espace politique. Or, aujourd'hui, en réintroduisant la religion, et surtout la religion musulmane, dans l'espace de la politique, la gauche, mais aussi la droite, ont disséminé les germes de la guerre civile. En effet, vous le savez tous, une république laïque ne doit reconnaître que des citoyens et non des communautés, et moins encore des communautés religieuses. Penser, comme le font nos élus de droite et de gauche, que la République doit des mosquées aux musulmans est une erreur et une trahison. Une erreur parce qu'elle conforte le communautarisme et le sécessionnisme musulman
donc aussi la partition. Une trahison parce que la République se doit aux Français, quelle que soit leur confession ou leur couleur de peau, et c'est la garantie de la liberté de pensée et d'expression. Toutefois, vous le savez, récemment, des événements récents dans lesquels les pouvoirs et l'islam ont reculé et où la réaction forte des Français a permis d'obtenir la victoire. Vous vous en souvenez, le 13 novembre 2015, une atroce tuerie s'est déroulée au Bataclan, salle de spectacle située au 50 boulevard Voltaire à Paris. Ce soir-là, la barbarie islamiste a frappé, fait couler le sang de tant d'innocents et coûté la vie à 90 spectateurs, assassinés dans des conditions épouvantables. Les 19 et 20 octobre prochains, moins de 3 ans plus tard donc, le chanteur de rap Medine Zawish devait se produire au Bataclan, ce qui était une présence choquante et inacceptable pour de très nombreux Français. En effet, comment tolérer la venue d'un vociférateur de paroles anti-françaises, cultuelles et claniques, dans un lieu où l'horreur absolue laisse à jamais son empreinte? Comment admettre un individu ayant chanté « Crucifions les laïcards » comme au Golgotha, ce qui est un véritable sacrilège pour les victimes et un immense déshonneur pour la France? Comment considérer que cette programmation n'était pas une insulte intolérable et odieuse à la mémoire des 130 victimes de la soirée du 13 novembre 2015 en plein Paris? Cet individu, ce sinistre individu, se proclamait le chantre de la lutte anti-extrême droite avec la complaisance du pouvoir en place. Ce 13 novembre 2015, et en particulier au Bataclan, les victimes, vous le savez, furent prises au piège d'une atrocité et d'une sauvagerie sans nom. D'autant plus, il faut le savoir aussi, que les forces d'intervention, ce soir-là, ont tardé à intervenir et fait preuve de dysfonctionnements anormaux, édifiants et condamnables. Oui, les crimes perpétrés à Paris, au Stade de France, ce 13 novembre, sont effectivement des crimes contre l'humanité. Aussi, l'État français, à mon sens, et beaucoup partagent cette idée, doit enfin prendre la mesure de cette réalité et classer ces crimes dans le devoir de mémoire de la nation. Pour ce faire, il faut mettre un terme au délit de guerre et nommer l'adversaire, qui n'est pas le terrorisme, mais qui est l'islam conquérant et radical. Comment pouvait-on tolérer la venue d'un artiste sous le couvert fallacieux d'une liberté d'expression à deux vitesses, réservée désormais aux propagateurs de haine islamisée tel Medine Zawish? Ce rappeur, vous le savez, dans toutes les fois qu'il chante en France, il n'hésite pas à traiter racialement et haineusement les Blancs, tandis qu'on opprime la liberté d'expression de tous les Français qui veulent faire respecter nos principes fondateurs et ancestraux. Aujourd'hui, le Bataclan est devenu un Golgotha, un Oradour-sur-Glane du XXIe siècle. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une plaque boulevard Voltaire devant le Bataclan. Le Bataclan doit devenir un lieu sacré de mémoire et de recueillement. Face à la mémoire des victimes, le maintien de spectacles ne peut subsister. Aujourd'hui, le silence s'impose, ainsi que le respect des morts. Nous exigeons donc un mémorial du 13 novembre 2015 au Bataclan à l'extérieur, en hommage à toutes les victimes de cette journée effroyable. Nous en voulons aussi un à Nice, et aussi des monuments aux morts partout où des Français ont été arrachés effroyablement à la vie, victimes civiles d'une guerre implacable. Nos morts, en effet, ne peuvent finir à la rubrique des faits divers.
Les lieux où ils ont été fauchés ont une mémoire. Elle doit être marquée. Le Bataclan, aujourd'hui, résonne encore des cris de souffrance et de terreur du peuple français. Le 21 septembre, vous le savez, il y a peu, les concerts de la honte du rappeur islamiste Médine, programmés au Bataclan des 19 et 20 octobre, ont été annulés. Grâce à l'union de nombreux mouvements et de milliers de Français qui s'étaient mobilisés, car l'union a fait la force, l'islam, pour la première fois, a reculé. La vérité est qu'il s'agit bel et bien d'une victoire des patriotes, la première du genre. Cette victoire en appelle d'autres. À nous de les obtenir. Dans ce combat, sans l'action concertée du Conseil national de la résistance européenne, de Génération identitaire, de d'autres mouvements comme les Volontaires pour la France, Notre Cercle, Riposte laïque, sans la mobilisation de tous les sites de réinformation, sans la colère des familles des victimes, et notamment, vous avez dû en entendre parler, celle du courageux et exemplaire Patrick Jardin, outré par cette provocation, et sans l'action de tous les patriotes sur les réseaux sociaux, cette victoire sur la collaboration n'aurait jamais pu avoir lieu. Je le répète, cette défaite est la première défaite des islamistes, leur première défaite de taille. Ce concert de la honte a été reporté au Zénith au 9 février 2019. Mais il n'empêche que nous avons ensemble interdit à un rappeur islamiste de venir cracher sa haine dans un lieu qui a vocation à devenir un sanctuaire pour les générations futures. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui, par leur action, leurs messages, leurs interventions, se sont dressés pour empêcher cette forfaiture dont je pense que si elle s'était réalisée, la France aurait perdu son âme. J'avais d'ailleurs dit en juin, si les Français acceptent cela, ils accepteront tout. Cette victoire nous montre que l'union des patriotes, que beaucoup prônent depuis longtemps, et l'action concertée de l'ensemble des organisations patriotiques avec toutes les personnes de bonne volonté est une des voies de la victoire contre l'islamisation et le grand remplacement. Récemment, nous avons vécu aussi le scandale de l'affaire Audin, qui montre la volonté de l'État et de notre président de porter atteinte à notre identité et notre histoire. Quel était ce personnage? Vous le savez, Maurice Audin était professeur de mathématiques à la faculté d'Alger, communiste militant de l'indépendance, mais surtout porteur de valises notoires, collaborant quotidiennement avec l'ennemi d'alors, le FLN, traître à la France, et donc directement responsable de la mort de civils et militaires français en 1956 et 1957 par son action de soutien auprès de l'ennemi. Pourtant, notre président, en se rendant soumis, coupable et repentant chez son épouse, a tenu à demander pardon et à reconnaître la responsabilité de la nation dans la mort-disparition de ce traître à la France. En oubliant alors que l'Algérie était française, en accomplissant cet acte entre guillemets de bravoure, lamentable et offensant pour l'armée française, Emmanuel Macron a publié un communiqué clair et scandaleux que je vais vous lire. Le président de la République a décidé qu'il était temps que la nation accomplisse un travail de vérité sur ce sujet. Il reconnaît, au nom de la République française, que Maurice Audin a été torturé, puis exécuté ou torturé à mort par des militaires qu'il avait arrêtés à son domicile. Et il conclut, il est mort sous la torture, du fait du système institué alors en Algérie par la France. Ces termes du président sont véritablement une insulte faite à l'armée française
qui a perdu durant 8 ans en Algérie 25 500 militaires tués et 1 million de disparus. Aussi, je dis à notre président, croyez-vous que ces propos diffamatoires sur notre armée, alors en temps de guerre, soient raisonnables de la part du président de la République, chef des armées? Monsieur le Président, ne vous permettez pas de juger des actes et des décisions prises en temps de guerre il y a plus de 60 ans, alors que vous êtes aujourd'hui, en temps de paix, confortablement installé dans votre bureau de l'Élysée. Pensez-vous, Monsieur le Président, chef des armées, que ces militaires qui ont rempli la mission que leur confiaient les politiques soient des criminels et des tortionnaires? Aussi, que vous demandiez pardon pour la mort d'un traître à sa patrie laisse en revanche furieux et indigneux. Vous le savez, aucun de vos prédécesseurs à l'Élysée n'avait osé, à juste titre, se risquer à reconnaître la responsabilité de l'État français dans la mort de Maurice Audin, qui a été donc disparu après son arrestation pendant la bataille d'Alger. Alors donc que cette affaire, depuis 61 ans, dormait et était judicieusement oubliée, vous l'avez exhumée afin de satisfaire un électorat volatile et tenter de récupérer les voix des Français musulmans. Par là même, vous avez ravivé des plaies qui étaient pratiquement fermées. Déjà, vous le savez tous, le 15 février 2017, lors de la campagne présidentielle, vous aviez osé prononcer à Alger cette phrase scandaleuse: la colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Cette injure publique alors portée à la France durant ce déplacement clientéliste de boutiquier électoral à Alger n'avait pas fait de vous un ami du peuple français que vous aviez traîné dans la boue et traité plus bas que terre. Aujourd'hui, l'affaire Audin et vos propos outranciers sur l'armée française sont purement et simplement inacceptables. Après la démission fracassante du général de Villiers, il y a un peu plus d'un an, cette nouvelle offense à l'armée traduit, si besoin en était, le mépris que vous portez aux militaires et la marque de défiance à leur égard. Abordons à présent le sujet majeur, l'état critique de la France aujourd'hui, qui, si nous ne bougeons pas, l'a conduit à sa mort certaine. Face à cela, le peuple français, à l'analogue de la Grande Muette, est annihilé, anesthésié, soumis et désarmé. Pourquoi? Aujourd'hui, comme l'écrit Malika Sorel, peut-on dire à un peuple: vous êtes destiné à disparaître et vous devez l'accepter? C'est exactement ce qui est en train de se passer. On demande au peuple européen de disparaître. Oui, la très vertueuse religion des droits de l'homme impose aux Européens, par le biais de la non-discrimination, le devoir de disparaître en souriant pour laisser la place à d'autres peuples et à d'autres civilisations. Cette invitation à un suicide voulu et accepté, à une euthanasie collective, sans réaction des peuples européens, plongés dans la léthargie et qui semblent évidemment consentir à leur propre disparition, ce constat est ahurissant. Comment est-ce possible? Le constat est simple. Alors que la France, vous le savez tous, constitutionnellement est indivisible, aujourd'hui, des zones de non-droit existent et se développent sur notre territoire. Nous assistons à une partition progressive de notre territoire, partition reconnue par notre ancien président de la République et qui va s'étendre inexorablement en raison
de l'immigration massive incontrôlée voulue par les mondialistes européens. Parallèlement à cela, le communautarisme s'installe progressivement partout et s'impose dans toutes les zones urbaines. Aujourd'hui, nous devons accepter l'occupation afro-maghrébine, majoritairement musulmane, voulue et prescrite par l'Union européenne et l'État français. Pour s'opposer à ce double défi imposé, communautarisme et partition, le constat est simple. Aujourd'hui, les rangs patriotes ne sont pas assez nombreux. En outre, il manque de jeunes, il n'y a qu'à regarder la salle, qui pourtant sont la France de demain et qu'il faut absolument attirer. Deuxième point, les patriotes, majoritairement, sont souvent résignés, soumis, peu motivés et paraissent plongés dans une apathie générale. Ils sont fréquemment désormais moralement et se complaisent souvent dans les réseaux sociaux et le repli sur soi. Et troisième point, nous ne sommes pas unis. Il faut absolument combler ces trois lacunes majeures qui interdisent une résistance efficace et forte. Mais le temps nous est compté et il y a urgence. Sinon, nous sommes condamnés à nous contenter d'allumer des bougies, à déposer des fleurs et à afficher « je suis ceci ou cela » chaque fois dès que des vies de nos concitoyens seront broyées par la barbarie la plus abjecte que notre pays a connue depuis le nazisme et les atrocités commises par le FLN en Algérie. Oui, je le répète, nous avons cependant encore la possibilité de résister. L'espoir et la volonté de vaincre doivent nous animer. Des exemples proches doivent nous motiver. La victoire de Viktor Orban en Hongrie, le 8 avril 2018, et le succès des partis de droite aux élections italiennes provoquent l'espoir. L'attente des peuples, oppressés par la subversion migratoire et le changement de civilisation, est immense. Ne pouvons pas les décevoir. Alors, que peut-on faire ? Une idée se fait jour et progresse. Je la nommerai le communautarisme des Européens de France. En effet, puisque nous ne pouvons ni éviter la partition ni la communautarisation, nous allons nous-mêmes nous communautariser avec pour objectif, bien sûr, d'être les meilleurs et les plus nombreux. Dans ce projet communautaire, il ne faudra pas, bien sûr, rejeter les politiques. Nous aurons forcément à l'avenir des représentants politiques. Ils mèneront, certes, à leur manière et sur leur terrain, le combat. Car l'élection, bien sûr, c'est un terrain d'expression. Le régime politique actuel, vous le voyez déjà depuis 2 ans, est en train de muter progressivement. Nous devons en prendre la mesure et être les premiers prêts aux mutations qui arrivent. Nous devons être donc l'aiguillon. Nous devons donner la direction. Et cette direction, c'est la construction d'un sentiment communautaire. C'est œuvrer au rassemblement par le plus grand dénominateur commun. Nous sommes les Européens, les autochtones, les natifs européens. Les autres sont chez nous. Ce sont les nôtres. Nous n'allons pas abandonner cette réalité. Nous ne l'abandonnerons jamais. Malgré les lois liberticides pour les Français européens, si nous ne pouvons pas tout dire, nous agirons. Nous ferons communauté. Les politiques veulent une compétition, nous allons y consacrer toute notre âme, toute notre intelligence, celle qui a irrigué le monde, la seule qui ait embrassé ce monde entièrement. Ne perdons pas de vue, en effet, que la démographie galopante du monde afro-maghrébin et le différentiel du taux de natalité sont un atout pour l'adversaire.
Mais nous le ferons le maximum pour redresser cette situation. Le communautarisme européen est donc à développer parmi les Français européens. Et il sera primordial avant tout de bâtir ce qui sera un jour la conscience d'appartenance communautaire. C'est une solution séduisante dans un état de fait que nous subissons, à la fois la partition irréversible et le communautarisme. C'est une réponse donc qui me semble constructive, positive, même si elle présente des risques. Positive parce que nous ne pouvons pas subir éternellement. Il faut absolument reprendre l'initiative. Nous allons le faire. Nous devons relever le défi qui nous est imposé, partition, communautarisation, islamisation. Il s'agit de développer tous les lieux, outils, moyens de cette conscience communautaire qui doit souder entre nous, les Français européens. Nous allons proposer donc un mouvement culturel au sens large, qui embrasse à la fois le divertissement, l'économie, la culture, les médias de diffusion, les groupements locaux, le lobbying et autres. Nous allons anticiper et préparer l'avenir. Ça va consister à organiser les choses en tenant compte des mutations de la société européenne et précisément française. C'est de notre responsabilité et nous allons la prendre. C'est aussi le choix et le seul de rassembler largement autour de cet avenir pratiquement inéluctable lié à la participation et au communautarisme, à la partition et au communautarisme. Il va falloir donc développer une puissance communautaire incomparable dans un contexte de compétition des communautés et ce choix est un choix stratégique. En imaginant le pire, en cas de catastrophe, vous voyez, comme le spectre affreux d'une guerre civile, cette puissance communautaire, si nous la réalisons, serait d'une aide incomparable. Aujourd'hui, l'ensemble des Français européens ne sont pas préparés à cet horizon communautaire. Mais nous allons y travailler, parce que c'est vital et que cela correspond malheureusement aux prédictions les plus sérieuses, la partition de notre pays et la communautarisation. Or, notre peuple ne doit pas disparaître et doit se donner la possibilité de regagner le terrain perdu d'un point de vue culturel, religieux, démographique, géographique, territoire, au niveau légal, symbolique et politique. Et si nous y parvenons, ce sera alors la refondation de la nation réelle. Et il faudra incarner cette renaissance, bien sûr, trouver des leaders avec l'acte de relais d'opinion, de médias d'Internet, de structures, de personnes qui porteront ce nouveau concept. Il faudra, et vous en faites partie bien sûr, en appeler à la conscience des Français européens, à leur histoire, à ce qui les rassemble, à ce qui fait leur spécificité. Alors n'oublions pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes la France, le peuple est la France. Pensons à notre hymne national, à notre drapeau tricolore, en refusant de toutes nos forces que des criminels de guerre islamistes qui devraient être fusillés ne remettent le pied, car c'est encore en voie de négociation sur notre sol avec une nationalité dont ils ont trahi, manipulé et bafoué les principes fondateurs. Défendons nos vies, défendons nos principes, défendons la France. Sonnons la mobilisation et en avant. Aussi, le devoir aujourd'hui est de suivre la voie de nos pères en nous réclamant de l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme de 1793. Vous le connaissez tous, mais il est bon de le rappeler car il est fort et percutant. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ce qui est extrêmement fort. Un maréchal dont je tairai le nom a dit « La vie n'est pas neutre, elle consiste à prendre parti.
S'engager, c'est donc opter et c'est risquer. S'engager, c'est dire oui ou c'est dire non. C'est choisir son camp. C'est jouer sa chance pour la perdre ou la gagner. Notre devoir aujourd'hui est le combat des patriotes, le combat pour défendre notre pays. Le prochain sera sans nul doute celui de la communautarisation des Français européens. Vous le savez tous, on ne défend pas son pays qu'en temps de guerre, on le défend aussi en temps de paix ou de crise ou de défi, avec un engagement total, un travail acharné et une motivation sans faille. Pendant des siècles, la transmission des valeurs de père en fils a contribué à cet héroïsme familial pour contribuer à la survie de la famille. Aujourd'hui, par manque de courage politique, par soumission et renoncement du pouvoir, la délinquance et le terrorisme prospèrent partout. L'ouverture des frontières à des populations qui refusent de s'intégrer et l'idéologie tiers-mondiste détruisent peu à peu notre nation millénaire et la civilisation européenne. Aussi, nous, les Français européens, devons être d'abord des lanceurs d'alerte afin de dénoncer toutes les anomalies, les abus et les dérives de notre société actuelle et de nos dirigeants. Ensuite, nous devons constituer un groupe puissant de pression, réactif aux événements et susceptible de marcher contre donc cette démocratie bafouée, afin que le peuple souverain retrouve toute sa place et conserve ses droits inaliénables et imprescriptibles. N'oublions pas, la souveraineté appartient au peuple, elle est une et indivisible. Alors, pour reprendre la formule du vainqueur de Verdun, nous les patriotes, nous disons à tous les politiques, non, avec la partition et le communautarisme, vous ne passerez pas. La France ne mourra pas, elle vivra. Pour éviter la perte de notre identité et la mort de notre pays, nous tous, Français patriotes et Européens, attachés à la France, notre pays, notre patrie, notre terre, nos racines, cette France que nous aimons, levons-nous ensemble, comme l'ont fait nos aînés, formons la grande chaîne de l'unité nationale et civique pour sauver la France. Serrons les rangs et unissons-nous pour ne pas subir. Car c'est du peuple, c'est de nous seulement que viendra le salut. Oui, la France nous attend pour continuer à vivre. Non, je ne le crois pas. Unissons-nous pour constituer le ferment, le ciment, la clé de voûte d'une France qui a longtemps été, je vous l'ai déjà dit, le phare du monde et qui doit le redevenir. Nous aimons la France, alors aidons-la, sauvons-la. Comme la grande armée des grognards de l'Empire, celle des Français malheureux qui sont aujourd'hui nombreux suivra. Oui, comme la vieille garde de l'empereur qui était engagée comme ultime réserve, le carré des vrais patriotes se resserre, mais les grognards subsistent. Ils vont croître, c'est sûr, et se mobiliser. Alors unissons-nous pour sauver la France. Nous devons absolument réussir la survie de notre beau pays et lui redonner sa fierté et son honneur. La patrie en danger nous attend. Retenez bien ça. Ayons toujours à l'esprit cette magnifique maxime d'Aristote, toujours d'actualité et qui n'a pas pris une ride. Tolérance et apathie sont les dernières vertus d'une société mourante. Tolérance et apathie sont les dernières vertus d'une société mourante.
Il m'appartient de conclure en évoquant Georges Clémenceau, le père La Victoire. Il reste dans l'histoire le tigre, tombeur de ministère pourfendeur du régime. Mais vous le savez tous, c'était avant tout un grand républicain patriote qui aujourd'hui serait bien utile à la France. Gardons à l'esprit sa superbe citation, à méditer plus que jamais. Gloire au pays où on lutte, honte au pays où on subit. Oui, donc, nous les Français européens, nous allons lutter pour gagner. Vous le savez, vous le constatez. La France vit une immense tragédie car son identité est en péril. À moins d'un sursaut des citoyens patriotes que nous devons provoquer, elle risque d'en mourir. Alors, comme partout, comme Zola et Clémenceau, clamons la vérité, luttons et résistons. Partout dénonçons, partout où nous sommes, la destruction progressive et programmée de la France. N'oublions pas que nous sommes la France. Reprenons donc le chemin de la résistance de nos pères. Unissons nos forces, gommons les clivages, renforçons nos liens. Nous avons quelque chose de sacré en commun. La France, notre pays bien-aimé. Il y a près de 5 mois, le 6 juin 2018, c'était le 74e anniversaire du débarquement en Normandie, qui marquait la volonté pour la résistance européenne et mondiale de libérer notre pays du joug nazi. Aussi, ayons chevillé dans l'âme cette chaîne de résistance à travers le temps. Respectons aujourd'hui le sacrifice de tant de Françaises, de Français et d'Européens qui nous ont montré lors de la Grande Guerre ce qu'est la défense de la liberté et de notre patrie. Oui, nous avons le droit de vivre, de lutter et de mourir un homme libre. Partout, menons le combat afin de sauver notre patrie. Alors debout les patriotes, car c'est debout que l'on écrit l'histoire. Et pour toujours, vive la France!